Bonjour à toutes et à tous et bon réveil dominical. Bienvenue sur l'invité. Ce dimanche, chers amis internautes fidèles de ESAE TV, je reçois pour vous Distel Amoussou, qu'on ne présente plus sur les plateaux d'émission de ESAE TV. Il est consultant médias communication, président, directeur général de l'agence de documentation de liaison et des services spéciaux ADLSS. Avec lui, nous essaierons de faire le tour de l'actualité nationale, notamment la flambée des prix de première nécessité au Bénin, l'intérêt de la loi qui exige l'assurance pour les engins à 2 et 3 roues, la création du parti politique et restaurer la confiance, les sanctions disciplinaires au niveau de Mouel Bénin. Nous allons commenter un peu la réforme du système partisan si le temps nous le permet. Bonjour à vous, Distel Amoussou. Bonjour amis internautes et bonjour Kader. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les invités sont rares par ces temps-ci. C'est un devoir et j'allais dire un devoir patriotique. Alors, la flambée des prix de première nécessité, pour commencer par là, Distel Amoussou, vous avez suivi le gouvernement à travers 2 conseils des ministres s'est prononcé sur la question. Vous avez suivi également des tribunes de part et d'autre. Qu'est-ce que vous en retenez? Oui, je retiens que globalement, le Bénin ne vit pas en autarcie. Le Bénin vit dans un environnement économique sous-régional, régional et mondial. Donc, lorsqu'il y a des perturbations exogènes, le Bénin, à travers sa capacité de résilience, reçoit quand même quelques coups. Et c'est ce qu'on a pu observer ou ce qu'on observe actuellement. Mais il y a aussi il y a nos travers, certains de nos travers qui ont accompagné au plan endogène cette crise qui s'observe au niveau de la flambée des prix de certains produits ou certaines denrées que nous utilisons habituellement. Que nous utilisons habituellement. Le gouvernement est monté au créneau. Il a justifié cette hausse des prix de par la rareté des pluies et également le fait qu'on exporte beaucoup les produits locaux. Oui, la rareté des pluies entre dans ce que je pourrais appeler les données naturelles, n'est-ce pas, qui devraient... lorsqu'elles sont en complicité avec nos producteurs, boost, n'est-ce pas, considérablement la production locale. Mais il faut retenir essentiellement que certains amis, certains citoyens de pays frontaliers viennent pour la plupart du temps. Et pour certains produits, le manioc par exemple, et ses dérivés, ils viennent procurer ces produits chez nous, ces denrées chez nous. Et nos producteurs, à la recherche de gains immédiats et faciles, cèdent à cette forme de transaction, de sorte que les produits échappent aux mailles du système de contrôle ou de surveillance sur le territoire national et se retrouvent aux mains de voisins qui viennent les rafler, les acheter en grande quantité. Donc, ça crée forcément un gap sur notre capacité d'autoproduction locale. Mais il faut aussi dire que par le passé, les gouvernants antérieurs avaient mis en place un mécanisme, n'est-ce pas, d'appoint pour amortir ces chocs, notamment à travers l'ONASA, qui était une structure qui pouvait racheter les produits chez les producteurs lorsqu'il y avait de surplus, n'est-ce pas, les conserver pour les redistribuer, les mettre à la disposition des populations, des consommateurs, en période de vaches maigres. Voyez-vous, alors en période de pénurie. Donc, la mauvaise gestion qui a été observée au niveau de cette structure, je vais parler de l'ONASA, a fait que le gouvernement avait, n'est-ce pas, tapé du poing sur la table et avait
fait l'option, le choix, n'est-ce pas, de la suppression de ce mécanisme. Voyez-vous. Alors, il se découvre aujourd'hui que cette manière ou cette option du gouvernement reçoit des revers aujourd'hui ou est prouvée aujourd'hui face aux données actuelles. Donc, et comme l'a indiqué le relevé du compte rendu du Conseil des ministres, il y aura donc des études techniques pointues, avancées, pour trouver non plus des solutions parcellaires ou des solutions circonstancielles, mais inclure désormais la production locale béninoise dans un environnement qui puisse la sécuriser pour les périodes arides ou les périodes de manque ou de faiblesse de production. De production. Est-ce que vous pensez que le gouvernement pourra arriver à ses fins, notamment lorsqu'il parle de contrôle des sorties des produits? Est-ce que vous pensez que le gouvernement peut arriver à ses fins lorsqu'on sait que le gouvernement n'a pas financé probablement tous les producteurs et que nous sommes dans un système libéral où le producteur est libre de vendre à qui il veut ses produits? Alors le gouvernement peut tout lorsque les citoyens l'accompagnent. Et le gouvernement pourra tout lorsque nous allons faire l'option de l'accompagner. C'est pour dire que dans ce contexte, il faudra privilégier l'information, il faudra privilégier l'éducation, il faudra privilégier la communication. Il faudra discuter avec les concernés, les acteurs de ce secteur, tout en mettant en place, n'est-ce pas, la gendarmerie. N'est-ce pas? Mais quand je dis la gendarmerie, la police républicaine, non. Quand je dis la gendarmerie, le mécanisme de protection, d'accord, que j'appelle la gendarmerie. Alors donc, il faudra discuter, il faudra informer, il faudra communiquer avec les acteurs, leur montrer que si nous continuons à agir et à nous comporter ou comme par le passé vis-à-vis de notre production locale, eh bien, de façon cyclique, sur une certaine durée, nous allons nous retrouver dans la même situation, les causes produisant forcément les mêmes effets, les mêmes causes produisant forcément les mêmes effets. Alors, donc, oui, le gouvernement pourra, mais en instaurant la méthodologie appropriée, en associant, n'est-ce pas, les producteurs à l'information, et à la formation, à la communication et à l'éducation, n'est-ce pas, autour de ce challenge, parce qu'il s'agit d'un challenge, n'est-ce pas, parce que les commerçants qui viennent, n'est-ce pas, s'acheter, s'offrir ou viennent à l'assaut de la production locale béninoise resteront dans leur rôle. Parce que eux, mais parfois, il y a également un autre fait, c'est-à-dire il y a des personnes nantis sur le plan national, sur le plan local, qui rachètent auprès des paysans leur production pour les revendre, replacer. Pour les revendre oui, très cher. c'est-à-dire que nous sommes dans une production, nous sommes dans une économie libérale. Il faut comprendre que chacun use de stratagèmes pour pouvoir, n'est-ce pas, engranger le plus grand profit. Il appartient à l'État, n'est-ce pas, de pouvoir réguler tout ça, pour ne pas laisser s'installer dans le pays la misère, la disette. Donc, il faudra, en tout état de comme je le dis, associer les acteurs pour que les mécanismes soient implantés au même moment qu'on est en train d'éduquer, d'informer, de communiquer avec les acteurs, que les mécanismes, ce que j'appelle la gendarmerie, soient installés pour la protection de notre production locale. Il faut aussi dire, pour certains produits, que c'est parce que les voies autrefois utilisées pour échapper au cordon douanier ont été obstruées aujourd'hui que certains produits retrouvent la vérité de leur prix. Et quand c'est comme ça, nous allons devoir nous y habituer
Parce qu'en réalité, et par le passé, et c'est les opérateurs économiques que vous indiquez, les nantis, qui pouvaient débarquer des produits et échapper au cordon douanier ou en complicité avec certains fonctionnaires de la douane pour priver l'État de ses ressources. Pendant que ces commerçants-là faisaient du profit largement au-dessus de ce qui pouvait être estimé, et pendant que leurs complices au niveau du cordon douanier s'en mettaient plein la poche, l'État se retrouvait face à des manques à gagner et ne pouvait pas répondre, n'est-ce pas, aux besoins d'eau, aux besoins d'école, aux besoins de centres de santé, aux besoins d'infrastructures, aux besoins de marché, aux besoins de routes. Mais avec le gouvernement du président Patrice Talon, ces voies-là de la contrebande sont en train progressivement d'être bouchées. Et donc, certains produits retrouvent leur vrai visage, donc la vérité de leur prix. Et c'est douloureux. Donc, le gouvernement trouvera le mécanisme pour amortir tous ces chocs-là. Pour amortir tous ces chocs-là. Mais est-ce que vous ne pensez pas que dans tout ce que nous observons aujourd'hui, la Covid-19 a une part de responsabilité? Forcément, parce que pendant longtemps, tout a été bloqué. Et il y a eu n'est-ce pas, stagnation des activités économiques au plan mondial. Voyez-vous, donc c'est petitement que tout commence par reprendre. Alors forcément, tout va s'adapter à l'environnement. Parce qu'en dehors du riz actuel. Local, en dehors du manioc local, il y a également les pâtes alimentaires, il y a également le riz importé, l'huile végétale importée, qui ont connu une hausse, ainsi que les fournitures des artisans également, tels que les coiffeurs, les figurez-vous, ces faits qui sont observés chez nous le sont également dans les pays de la sous-région. Moi, avant de venir sur votre plateau, j'ai essayé, n'est-ce pas, de vérifier les coûts au Togo voisin et dans la capitale Lomé. Et la différence de prix entre Cotonou et Lomé n'est pas grande si ce n'est les mêmes prix. Quand je prends le maïs, par exemple, comme pour expliquer la chose, c'est pour dire que ce que nous vivons n'est pas propre, n'est-ce pas, à la production béninoise strictement, mais c'est un phénomène qui s'est observé subitement dans la sous-région, parce que nous vivons dans la sous-région, dans notre zone de toutes les façons de la CEDEAO, pratiquement du même type de climatologie. Donc, que ce soit au niveau de la pluie, que ce soit au niveau des chocs exogènes au niveau du commerce, le choc est le même, les revers, n'est-ce pas, sont partagés par tous ces pays-là, qu'on soit au Niger, qu'on soit au Togo, ou qu'on soit au Mali, ou qu'on soit en Côte d'Ivoire, c'est pareil. C'est pareil. Alors, pour évoluer dans cette émission d'Istella Moussou, dites-nous, cette semaine, il y a eu vent d'une loi qui devait être étudiée par les parlementaires pour instaurer désormais en République du Bénin l'assurance pour les engins à 2-3 roues, mais l'étude et l'examen de cette législation a été reportée. Mais dites-nous, avant qu'on y en arrive, est-ce que vous trouvez opportun qu'il y ait une telle législation au Bénin? Alors, l'opportunité, c'est l'État, le gouvernement, plus précisément, qui le décide en fonction de ses besoins. Les populations, au cours de la dernière tournée du président Patrice Talon pour son premier régime, pour son, je veux dire, Patrice Talon 1, au cours de sa tournée de reddition de comptes, sa dernière tournée avant les campagnes, les populations de partout au Bénin ont exprimé des attentes, n'est-ce pas? Et ces attentes-là se muent aujourd'hui en challenge pour le gouvernement du président Talon 2. Voyez-vous? Alors, à partir de ce moment-là, il faudra identifier des ressources, n'est-ce pas, intérieures, avant que d'aller, n'est-ce pas, sur le marché financier. Alors, ce faisant, il est question de regarder, c'est comme un père de famille,
n'est-ce pas, qui est malade. Chez nous, on le dit de façon plate, lorsque on n'a pas fini, n'est-ce pas, d'utiliser les poules qui sont au poulailler du malade, on ne saurait aller emprunter chez son voisin. Donc, lorsque nous avons encore la possibilité de dégager des ressources à l'interne, et il faut le faire, il faut y aller. Il s'agit maintenant de savoir si cette option-là cadre avec la réalité que nous vivons aujourd'hui dans le pays. Oui, la réalité que nous vivons est que il y a un effectif d'engins à deux roues qui croît pratiquement tous les jours dans le pays. Voyez-vous, et il faut faire un petit sondage sur l'effectif que représentent aujourd'hui les conducteurs de taxi-moto dans le pays. C'est un effectif qui croît pratiquement tous les jours. Voyez-vous, ça veut dire que le commerce, l'importation des engins en deux roues se fait tous les jours dans le pays. À partir de ce moment, les utilisateurs doivent se conformer au code de la route. Ce n'est pas l'État béninois qui rédige ou qui a rédigé le code de la route. Il s'est bien écrit, par exemple, que avant de pouvoir, n'est-ce pas, conduire un engin à deux roues, il faudrait disposer, n'est-ce pas, d'un permis de conduire de cette catégorie-là. Ça, ce n'est pas l'État béninois qui l'a rédigé. Et à partir du moment où vous obtenez un permis de conduire, c'est que vous répondez à la police des assurances. C'est que vous êtes apte à répondre à la police des assurances. Parce que les accidents qui interviennent créent parfois des frais au développement du pays. Parce que c'est des valides qui se retrouvent en situation d'incapacité ou d'impossibilité de pouvoir répondre désormais, n'est-ce pas, à leurs tâches de développement. À partir de ce moment, il faudra discipliner les conducteurs à deux roues, des engins à deux roues, comme on le fait pour les automobilistes. Mais est-ce que vous pensez, Stella Moussou, que cette loi vais y arriver dans un contexte où il y a quand même une avalanche de réformes qui ont été prises, qui ont quand même un impact sur le pouvoir d'achat? Vous voulez dire que ça fait trop? Par exemple, nous avons les poubelles homologuées qui sont là en mise. Nous avons l'immatriculation pour les plaques, pour les motos qui n'ont pas encore de plaque d'immatriculation. L'assurance qui s'annonce progressivement. C'est vrai que déjà que si c'est au niveau du Parlement, ça se fera tôt ou tard. Est-ce que vous trouvez nécessaire ou bien c'est pour quand même renforcer la sécurité routière? La nécessité, je ne doute pas de la nécessité. De l'opportunité, ce n'est pas moi qui la détermine. Voyez-vous, là, il est nécessaire, il est même imposable, n'est-ce pas, est-ce que j'allais dire imposable? Il est ordonné, par exemple, à tout conducteur d'engin à deux roues d'avoir son permis de cette catégorie-là. C'est une obligation au code de la route parce que ça crée beaucoup trop de dégâts, n'est-ce pas, dans le pays. Mais il y a que ces engins-là empruntent les mêmes infrastructures routières que les automobilistes. Et à partir du moment où une catégorie de Béninois contribue à travers la police des assurances pour se sécuriser, il faudrait que les autres aussi puissent se mettre en posture de pouvoir, n'est-ce pas, contracter, être à jour au niveau de la police des assurances. Car en réalité, c'est pour le bien de tout le monde lorsque chacun de nous est assuré. Vous avez évoqué les poubelles normalisées. D'abord, je tiens à dire tout de suite qu'il n'y a pas de type de poubelle exigée. Mais il y a on exige des poubelles de qualité, de bonne qualité. Parce qu'en réalité, les paniers sans fond, les cartons mouillés que nous avons
l'habitude d'entreposer devant nos maisons comme réceptacle des ordures ne contribue pas, n'est-ce pas, à l'assainissement de l'environnement. Et mieux, les agents collecteurs n'ont pas pour vocation ou formation ou mission d'aller balayer devant nos maisons ou ramasser les ordures avant de les enlever. Leur mission, c'est venir enlever les ordures. Voyez-vous, à partir de ce moment-là, nous devons contribuer à accompagner le gouvernement dans sa mission d'assainissement de notre zone. Et figurez-vous, personne ne dit à ce jour, personne ne remercie le gouvernement, nous dit à ce jour que à l'heure où nous émettons ou à l'heure où nous enregistrons cette émission, que les ordures sont enlevées gratuitement depuis plus de 6 mois, enfin 1 an maintenant. Non, depuis plus de 6 mois que le gouvernement a décrété que ces ordures-là sont enlevées gratuitement pendant 1 an. Personne ne dit ça. Mais lorsque nous avons la possibilité, n'est-ce pas, d'organiser de grandes fêtes, vous avez certainement reçu des invitations dernièrement dans le cadre des communions sur les paroisses catholiques de Cotonou. Vous avez reçu certainement des cartes d'invitation. Vous avez vu les activités festives qu'il y a. Vous savez que la moyenne de Béninois est aujourd'hui à 1 bière, n'est-ce pas, par jour, after work. Et lorsque on nous demande de nous acheter une poubelle digne pour ramasser nos ordures, pour enlever nos ordures et assainir notre cadre d'environnement, tout le monde s'en offusque. Je trouve qu'il y a une mauvaise foi manifeste. Il y a une mauvaise foi. Alors, pour évoluer dans cette émission d'Estelle Amoussou, nous allons parler à présent politique. Il y a de cela environ 9 jours. Un parti politique est né au Bénin, précisément à Boïcon. Il s'agit du parti politique Restaurer la confiance. À l'issue de son congrès constitutif, Ironie Agossa est plébiscité. Il est élu président du bureau politique de cette formation politique. Estelle Amoussou, en tant qu'analyste politique, on vous connaît à travers vos différentes chroniques un peu partout sur la toile. Qu'est-ce que vous pensez de la naissance de cette formation politique? A-t-elle un impact sur l'image de la réforme du système partisan? Alors, il faut dire que la création de ce parti apporte une réponse aux détracteurs de la réforme du système partisan. Et c'est pour dire que rien n'est fermé, rien n'est verrouillé. Et que tant que des Béninois décideront, n'est-ce pas, de la création d'une formation politique et qu'ils respectent, n'est-ce pas, les lois, les textes de loi, personne ne les empêcherait de créer leur parti politique. C'est donc cette réponse qu'apporte la création du parti Restaurer la confiance. Et dire que le débat en sorcellerie qui a été mené contre le gouvernement du président Patrice Talon, qui tendait à le stigmatiser comme un gouvernement ayant la volonté de limiter, n'est-ce pas, le nombre de formations politiques dans le pays, ce débat tombe à l'eau. C'est pour dire que même après Ironie Agossa, si d'autres concitoyens en ont la volonté et qu'ils répondent, ils respectent les textes de loi, ils pourraient créer est-ce que c'est pas ce que parce que ça devrait faire maintenant, est-ce que c'est pas ce que vous voulez réguler plus de la dizaine de partis politiques dans le pays actuellement. Est-ce que c'est pas ce que vous voulez ce à quoi vous voulez mettre fin, cette réforme du système partisan qui a été tant appelée par les différents acteurs politiques, les plus emblématiques, les plus charismatiques, que ceux qui ont été toujours là, qui ont toujours rythmé la vie politique du Bénin, pour que désormais au Bénin on ait des partis politiques, des ensembles forts, unifiés, qui se gèrent avec homogénéité et qui ne se versent pas dans le culte de la personnalité. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de RLC, on ne voit que Ironie Agossa. Corentin Corot, il n'y était même pas, par exemple. Moi, je ne veux pas, n'est-ce pas, me mettre dans les polémiques internes à la création de ce parti. Mais je voudrais simplement faire observer ceci, que nous pouvons réussir, n'est-ce pas, à créer, avec les 11 millions de Béninois que nous sommes, à créer une vingtaine ou une trentaine de partis politiques. Voyez-vous, en respectant les textes de loi.
Mais il y a une autre phase. Une chose est de créer le parti politique, mais une autre est de pouvoir exister longtemps. Exister longtemps, c'est de pouvoir franchir, n'est-ce pas, aux élections législatives, par exemple, de 2023, le seuil des 10%. Déjà. Et je ne vois pas sur les 11 millions de Béninois que nous sommes, le nombre de partis, une trentaine de partis ou une vingtaine de partis en train de franchir ce seuil de 10% là. Parce qu'en réalité, il n'y a qu'environ 5 millions d'électeurs au Bénin, sur les 11 millions que nous sommes. Voyez-vous, donc sur les 5 millions d'électeurs, il faut pouvoir, n'est-ce pas, se taper 10% et pouvoir franchir. Alors, lorsque vous ne parvenez pas à le faire, sur un certain nombre de scrutins, d'élections, c'est que vous disparaissez de fait. Si j'ai une bonne lecture de la loi sur la réforme du système partisan, à partir de ce moment-là, eh bien, créons-en autant que nous voulons. Mais faisons l'effort de pouvoir, n'est-ce pas, être présent dans l'animation de la vie politique et gagner la confiance des électeurs béninois pour pouvoir suivre. Est-ce qu'à l'avenir, on ne va pas tomber dans les travers du passé où nous avons 100 partis politiques et lorsqu'il s'agit de rendez-vous électoraux, il n'y en a que probablement 4 ou 3 qui participent véritablement à l'animation de cette élection et les autres sont là juste pour agiter les foules, pour quand même marchander je crois que la loi leur soutien politique. Je crois que la loi dit que désormais, lorsque vous n'arrivez pas à franchir le seuil, un certain seuil, sur un nombre de scrutins donné, vous disparaissez. Donc il y aura une... Et je ne parlerai pas d'élimination naturelle, mais il y aura un tamis naturel qui va se faire. Et les plus grands, les plus forts subsisteront et resteront. Donc on ne peut pas, n'est-ce pas, étouffer la volonté des uns des autres de se mettre ensemble et de créer leur parti politique, tant qu'ils respectent les tests en vigueur. De se mettre ensemble pour créer les partis politiques. Justement, dit Stella Moussou, lorsqu'on nous a vanté les mérites de la réforme des partisans, c'était pour que l'on ait des partis politiques qui soient composés d'acteurs politiques du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, raison pour laquelle il a été instauré que les membres fondateurs soient désignés 15 par commune sous les 77 communes. Si vous n'avez pas la preuve que restaurer la confiance en gestation. Je vous pose la question. Si vous n'avez pas la preuve que restaurer la confiance en gestation ne répond pas, n'est-ce pas, à ces critères-là, n'est-ce pas, de représentativité nationale, écoutez, laissez Irénée Agossa conduire sa chose. Présidentielle dernière, dit Stella Moussou, avec Corentin Corot, ils ont pu obtenir 2%, alors que la loi exige 10%. Est-ce que vous pensez qu'avec les enjeux circonscription électorale n'est pas la même lorsqu'on parle de la présidentielle ou des communales ou de la législative? Je crois que à chaque élection, c'est performance politique. Tout à fait. Donc, je dis. Donc, vous avez espoir, hein, Irénée Agossa. Vous pensez que lors de la personne Irénée Agossa ne me crée pas problème. Mais vous avez foi qu'il crée un parti politique, qu'il parvienne à créer un parti politique, ne me crée pas problème. Mais je dis, ce faisant, il faut pouvoir, n'est-ce pas, et répondre aux autres pans, des tests de loi qui disent qu'il faut, n'est-ce pas, un score donné, un score précis sur un nombre déterminé de scrutins. Sinon, vous disparaissez. Alors, si le parti de Irénée Agossa parvient à franchir toutes ces étapes, moi, je ne vois pas pourquoi j'irais contre son existence. Le cas de RLC et de Mouel nous permettent quand même de revenir encore en profondeur sur la réforme du système partisan, qui a été une réforme, comme je disais tantôt, réforme où on a voulu des partis politiques nationaux en dehors de... aujourd'hui, dit Stella Moussou, lorsqu'on parle de la scène politique au Bénin, on entend parler de l'UP, du BR, de l'UDBN, du PRD, de Mouel et du FCBE. Mais il y a également des partis politiques qui sont reconnus par le ministère de l'Intérieur, mais dont on ne sent pas l'animation de la vie politique nationale. Dans l'animation de la vie politique allons demander aux structures concernées, aux institutions, de faire application de la loi. De faire application de la loi. Est-ce que, Stella Moussou, vous ne pensez pas que le Parlement doit encore toiletter cette loi?
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des imperfections? Parce que c'était de forcer la main aux acteurs politiques pour qu'ils aillent au grand regroupement. De toutes les façons, toutes les lois au monde, toutes les œuvres humaines sont perfectibles. Puisque au sein de l'UP, au sein du BR, il y a également des acteurs politiques, par exemple, qui auraient décidé, qui sont peut-être animés de désir irrésistible eux-mêmes, de créer un parti politique et de trouver 15 membres fondateurs par commune. Libre à eux de le faire. À la date d'aujourd'hui, aucune loi ne l'interdit. Sauf que la loi prescrit, n'est-ce pas, à travers des dispositions, le nombre de personnes qu'il faudrait avoir par commune ou département, je ne sais plus trop. Voyez-vous, dès lors que vous remplissez ces conditions, c'est que vous êtes libre de créer votre parti politique. Vous êtes libre. Maintenant, créez, je vous l'ai dit et j'insiste à le dire, créer aujourd'hui un parti politique dans notre environnement politique n'est pas la chose la plus difficile. Mais c'est de pouvoir survivre sur la longue durée sur la scène politique qui pourrait être très difficile pour les acteurs politiques. En dehors de restaurer la confiance ou lors du congrès constitutif, Corentin Compre était absent. C'est vrai que Irina Gossa a eu apporté des clarifications à ce sujet. Il y a également des sanctions disciplinaires au niveau du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, moins le Bénin. Il y a eu des sanctions qui ont été prises à l'encontre de Edmond Haïdé, de Séfis Béo Aguiar, qu'on ne présente plus au sein de cette formation politique. Dissela Moussou, comment avez-vous reçu ces sanctions disciplinaires et est-ce que les arguments qui vous ont été brandis vous sont convaincants pour une sanction à la hauteur de ce qui est dit? D'abord, j'ai deux observations. Je n'ai pas reçu d'autres arguments que le communiqué que j'ai lu sur la toile. Et le communiqué parle de fautes graves. Deuxième observation, ce n'est pas Jacques Ayadji qui a sanctionné les militants de son parti. Je crois savoir, en faisant foi au communiqué, que c'est le bureau politique de ce parti, n'est-ce pas, qui a décidé de prendre des sanctions à l'encontre de ses militants. À partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi ça bavarde autour de ce parti politique. Parce qu'en réalité, chaque groupe de personnes, chaque groupe organisé de personnes détermine en son propre sein, n'est-ce pas, son mode de vivre ensemble. Ces tests, règlements de discipline. Alors, moi, je ne suis pas au Moël Bénin, je ne suis pas militant du Moël Bénin, pour aller et pour savoir le fond, n'est-ce pas, de ce que le communiqué identifie comme étant une faute grave. Alors, il a dit dans l'opinion de Dissela Moussou que les mises en cause ne seraient pas du tout du goût, du choix de celui qui a été nommé comme préfet au sein de cette formation politique, parce que d'autres estimaient qu'ils seraient plus indiqués au regard de leur parcours militant. Moi, je ne saurais faire foi en ce qui se dit dans l'opinion. Donc, vous ne voulez pas commenter ça? Je fais foi au communiqué signé, n'est-ce pas, du premier responsable du parti Moël Bénin. Mais je dis, même sur ce point-là, est-ce que les militants de ce parti, si tel était le cas, avaient à s'en offusquer? Parce que ce n'est pas le président du Moël Bénin ou le bureau politique du Moël Bénin qui nomme les préfets. C'est le président de la République qui nomme, n'est-ce pas, les préfets ou nomme son gouvernement. Mais à partir de ce moment-là, quel est le rôle joué ou que jouent les partis politiques? Les partis politiques proposent des cadres, proposent des profils au chef de l'État qui a le pouvoir discrétionnaire de nomination. Voyez-vous? Alors, si dans un parti politique ou sur une liste de profils proposés par un parti, le président de la République décide d'envoyer l'un ou plusieurs des cadres à travers leur profil en mission, pourquoi est-ce que d'autres devraient s'en offusquer? Pourquoi est-ce que d'autres devraient s'en offusquer? Je crois que vous prêtez, n'est-ce pas, beaucoup d'intention aux militants
Je ne parle pas d'intention, je ne rapporte que ce qui a véritablement moi, les débats au sein je vous l'ai dit, de cette je opinion. ne peux pas prêter flanc, à ce qui se dit dans l'opinion. Alors, Distel Amoussou, cette semaine, les écureuils du Bénin ont été disqualifiés de la CAN. Distel Amoussou, vous avez suivi cette rencontre footballistique, également toute l'actualité qui a précédé cette rencontre footballistique, les différents reports, les causes et effets et autres. Distel Amoussou, quel est votre commentaire sur cette situation? C'est une question difficile, c'est une question douloureuse, mais je dis que la douleur devrait nous passer, et la douleur devra nous passer, et la douleur ne peut pas s'éterniser dans notre existence face à notre football. Et je voudrais dire tout mon soutien aux écureuils qui sont tombés. Parce que, figurez-vous, c'est cette même équipe, même équipe composée pratiquement des mêmes joueurs, n'est-ce pas, cette équipe qui nous a fait vibrer, n'est-ce pas, il y a 2 ans. Voyez-vous, qui peut le plus, peut le moins. Voyez-vous, et c'est des hommes, c'est des humains. Peut-être que sur leur parcours ou ce jour-là, n'est-ce pas, il n'a pas été possible de réaliser l'exploit. On ne peut pas donc les vitrioler, on ne peut pas donc les livrer à la vindicte populaire, on ne peut pas les clouer aux gémonies. Voyez-vous, il faudra, je le disais avant le match, que ces joueurs-là, qui sont des êtres humains, avaient besoin, n'est-ce pas, du soutien psychologique de tous les Béninois. Je l'avais écrit, je l'avais dit à travers un post, lorsque les péripéties de Covid ont démarré en terre guinéenne. C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que lorsque vous aimez, vous êtes patriote, et que vos ambassadeurs se retrouvent en difficulté, vous ne les lâchez pas, vous ne les lynchez pas, ben vous partagez la douleur. Hein? Maintenant, vous prenez ensemble la résolution de regarder l'avenir d'une autre manière, tout en vous parlant, tout en identifiant, n'est-ce pas, les causes de votre contre-performance et corriger le tir. Corriger le tir. Alors, Distel Amoussou, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je m'en voudrais de vous laisser partir sans quand même avoir votre avis sur ce qui vous rend si tant admiratif de la gouvernance du président Patrice Talon. On vous voit de jour comme de nuit, même à des heures tardives de la nuit, quand même commenter l'actualité politique, s'en prendre parfois même à ceux qui jettent de l'opprobre sur l'image du gouvernement. Distel Amoussou, qu'est-ce qui vous séduit si tant dans la démarche du président Patrice Talon? Je dois vous dire la vérité que ce qui me séduit dans la gouvernance du président Patrice Talon, c'est la vérité. Il ne donne pas dans ce que nous avions connu ou nous connaissons en Afrique, comme la mythomanie politique, comme l'hypocrisie politique. Et vous aviez dit à l'entame de cette émission, vous vous demandiez si et ça ne faisait pas trop de réformes, n'est-ce pas? Non, lorsque vous faites une option, vous dites clairement votre option. Et les moyens pour la mise en œuvre de votre option, vous les identifiez et vous en parlez. Vous en parlez. Et le président Patrice Talon, à travers sa gouvernance, a instauré la vérité, n'est-ce pas, au cœur de la vérité, au cœur, pardon, de sa gouvernance. Donc, je suis un homme de vérité. J'aime écouter la vérité, même si parfois elle est difficilement supportable. Voyez-vous, le candidat Patrice Talon, depuis 2016, disait qu'il allait faire des réformes. Je crois en 2016, pour son premier mandat. Pour son premier quinquennat. Disait qu'il allait faire des réformes. Il a parlé de réformes économiques. Il a parlé de réformes politiques. Mais ça n'a pas raté. Il est en train de faire des réformes. Il était, n'est-ce pas, peut-être nécessaire en 2016 à l'élite d'interroger le président, le candidat Patrice Talon, en ce moment-là, sur
le contenu réel de ces réformes-là, mais tout le monde avait applaudi. Et le président Patrice Talon nous montre que quand lui, il dit « je vais le faire », et que le peuple valide ça à travers son élection, eh bien, il devient pour lui une dette de le faire. Voyez-vous, écoutez, en 2016, il a dit « je vais faire des réformes », et c'est sur cette base-là que les Béninois ont composté son billet et s'est retrouvé à la Marina. Donc, il était dans l'obligation, n'est-ce pas, de payer cette dette. Il a engagé les réformes. Il a dit « je vais réviser la Constitution ». C'est le candidat Patrice Talon qui le disait en 2016. Il avait dit, il avait proposé. Mais qu'est-ce qu'on a observé? On a observé que en 2000, lorsqu'il a été élu et qu'il a, n'est-ce pas, proposé cette révision de la Constitution, toute la classe politique s'était dressée contre lui, comme si il était venu d'une autre planète. Mais en réalité, il avait déjà, lorsqu'il était candidat, proposé ça. Voyez-vous? Donc, à travers la tournée, sa dernière tournée en fin de mandat, je l'avais dit tout à l'heure, les populations ont exprimé des attentes. Et ces attentes-là se retrouvent aujourd'hui comme, n'est-ce pas, un challenge pour lui. Parce qu'il a dit, je vais vous les faire. Il a fait des promesses. Et lorsque vous êtes un homme de promesses, vous êtes un homme de vérité, eh bien, vous m'avez à vos côtés. Vous m'avez à vos côtés. Alors, quelles sont vos attentes là maintenant, Distel Amoussou, pour le compte de ce second quinquennat du président Patrice Talon? Alors déjà, je voudrais dire que j'observe quelque chose. Que j'observe que la classe politique de l'opposition ne fait plus de conférences de presse, ne fait plus de grandes déclarations, mais elle est en train d'utiliser une autre arme, n'est-ce pas, que j'appelle le prisme charmant du mensonge et de la désinformation. C'est-à-dire que de bouche à oreille, dans les bars, dans les marchés, sur les émigrants, avec les émigrants, dans les quartiers, dans les hameaux, on est en train de dézinguer systématiquement les actions du gouvernement Patrice Talon. On est en train de salir systématiquement et d'emblée tout ce qui se fait de bien dans ce pays. On est en train de noircir, n'est-ce pas, la gouvernance du chef de l'État systématiquement. Mais c'est dire que c'est une âme redoutable. Parce que c'est à travers les conférences de presse, à travers les déclarations, à travers les sorties tonitruantes, que la réplique était apportée, que les démonstrations de mensonges. De l'opposition radicale? Radicale, je parle de l'opposition radicale, des résistants. Voyez-vous? Alors, ils sont en train d'utiliser donc cette arme-là aujourd'hui pour intoxiquer et désinformer les populations. C'est dangereux. C'est dangereux, il faudrait inviter les populations à l'intelligence et à la résistance face à cette campagne de destruction de ce qui se fait de bien, de beau chez nous, que tout le monde observe. Qui va dire aujourd'hui dans ce pays que les cantines scolaires ne sont pas de bonnes choses? Qui va dire que la qualité de route que nous avons aujourd'hui n'est pas une bonne chose? Qui va dire que la lutte ou le contrôle des grèves intempestives que nous connaissions dans les secteurs de la santé et qui favorise aujourd'hui la présence des hommes en blanc à leur poste n'est pas une bonne chose? Qui va nous dire que la concession des marchés est une mauvaise chose? Quel Béninois va nous dire aujourd'hui que les stades qui se construisent dans nos communes est une mauvaise chose? Je crois que cette résistance-là ne veut pas du bien de ce pays. Et il faudrait que, comme un seul homme, le peuple use de l'intelligence et de l'engagement réel pour les mettre en déroute. Pour les mettre en déroute. Alors, Distel Amoussou, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous allez regarder droit à la caméra et regarder ces amis internautes fidèles de tous les jours qui vous suivent
chaque fois qu'ils voient Distel Amoussou sur une capsule vidéo, qui ont pris de leur temps, de leur data mobile pour vous suivre, leur regarder droit dans la caméra et leur dire quelques mots et vous adresser également à vos compatriotes béninois qui, depuis un certain temps, ont du mal à comprendre peut-être parfois certaines réformes, à tort ou à raison. Je voudrais remercier tout le monde, même ceux qui sont contre la gouvernance du président Patrice Talon, et dire que c'est ensemble que nous allons construire ce pays. Lorsque vous me regardez, qu'est-ce qui vous dit que moi-même, je n'ai pas besoin d'argent? Qu'est-ce qui vous dit que moi-même, Distel Amoussou qui vous parle, je n'ai pas fait? Qu'est-ce qui vous dit que j'ai déjà pu, ou j'arrive toujours à répondre à mes engagements vis-à-vis de ma famille, de mes enfants, de leur santé, de leur scolarité? Non. Rien n'est complètement réussi pour Distel Amoussou qui vous parle. Mais il se trouve que nous devons accepter d'accompagner notre démarche pour notre fierté. Nous devons accepter d'accompagner la concrétisation de notre indépendance à travers la gouvernance que nous propose le président Patrice Talon. C'est difficile, c'est très difficile de ne plus pouvoir avoir des à côté, n'est-ce pas? C'est difficile de ne plus pouvoir s'acheter 2-3 voitures aujourd'hui. C'est difficile de ne plus pouvoir entretenir 2-3 maîtresses. Ça n'est pas facile d'être contraint, n'est-ce pas, de sortir son enfant d'une école publique et de le mettre dans une école publique, enfin, de sortir son enfant d'une école privée et de l'amener dans une école publique, parce qu'aujourd'hui, l'école publique nous propose de belles choses pour nos enfants. C'est difficile, ça n'est pas facile. Voyez-vous, la souffrance est partagée, la douleur est partagée. Même le président de la République, qui vous dit que ce n'est pas douloureux pour lui lorsqu'il doit prendre des décisions aussi courageuses, qui vous dit que ses ministres ne souffrent pas dans leur corps, dans leurs âmes, lorsqu'ils doivent prendre des décisions en conseil des ministres, des décisions qui vont impacter douloureusement les populations. Mais il se trouve que tels des traumatologues, ils sont obligés d'amputer lorsqu'il est nécessaire de le faire. Et c'est pour cela qu'ils amputent parfois dans nos habitudes, dans nos automatismes que nous avions par le passé et qui bloquaient le développement. C'est difficile d'avoir ce discours-là face à quelqu'un qui a faim. C'est difficile d'avoir ce discours face à quelqu'un qui n'a pas 300 francs pour quitter Fidjrosset et aller, je ne sais, à Bedrobéné pour aller chercher 2000 francs que lui propose une tante. Ça n'est pas facile. Mais ce problème se règle aujourd'hui par la digitalisation. Parce que de Bedrobéné, sa tante peut facilement lui envoyer les 300 francs, même s'il se retrouve à Calavi. 2000 francs, même s'il se retrouve à les 2000 francs, même s'il se retrouve à Calavi. Donc la digitalisation nous facilite beaucoup de choses. Il y a que hier, nos parents faisaient des kilomètres, quittaient Parakou pour Cotonou, Natitégou pour Cotonou, pour venir chercher un papier. Mais aujourd'hui, quelle que soit leur position, ils peuvent entrer en possession de leurs documents administratifs. C'est comme ça petitement que nous allons faire de bonnes petites choses pour devenir une nation fière, une nation belle, une nation prospère. Merci
À vous, Distella Moussou, chers amis internautes. En résumé, on retiendra entre autres de cette émission qu'à l'entame sur la hausse des prix des denrées de première nécessité sur le marché béninois. Distella Moussou a fait savoir et a rappelé que le Bénin ne vit pas en autarcie lorsqu'il y a des facteurs exogènes qui influent. Malgré sa capacité de résilience, le Bénin reçoit également des coûts. Beaucoup de pays frontaliers viennent s'approvisionner au Bénin en denrées alimentaires. Exemple, le manioc et ses dérivés, a dit Distella Moussou sur cette émission. Il reste confiant au pragmatisme du gouvernement. Pour lui, le gouvernement pourra juguler la crise à travers une méthodologie appropriée. Aussi, il a fait savoir que les produits qui échappaient autrefois au cordon douanier sont confrontés aujourd'hui à la vérité de leur prix, car avec le président Patrice Talon, les voies de la contrebande sont bouchées. Ces faits qui se font montre chez nous ces temps-ci sont également visibles et remarquables et observés, j'allais dire, même dans les pays voisins, a dit Distella Moussou au cours de cette émission. C'est un phénomène qui s'est fait observer subitement dans la sous-région. En donnant son opinion sur la loi qui est en étude au niveau du Parlement béninois pour instaurer l'assurance pour les engins à 2 et 3 roues. Pour Distella Moussou, cette loi est nécessaire. Ces engins empruntent et usent les mêmes infrastructures que les automobilistes. Alors pourquoi ne pas qu'elles soient soumises à un régime d'assurance? Il n'y a pas de type de poubelle exigé, mais il est exigé des poubelles de qualité afin de faciliter la collecte des ordures, a dit Distella Moussou au cours de son argumentaire pour expliquer un peu les mesures qui sont prises par la SGDS-GN dans le cadre de la collecte des ordures dans le Grand Nokoué. Distella Moussou souligne que personne ne remercie le gouvernement pour la gratuité de la collecte des ordures depuis 6 mois. Parlant de politique sur cette émission, de la création du parti politique Restaurer la confiance, pour lui, la création de cette formation politique apporte une réponse aux détracteurs de la réforme du système partisan. Tout le monde est libre de créer un parti politique. Une chose est de créer une formation politique. Une autre est de pouvoir subsister sur la scène politique, a lancé et a dit, martelé, j'allais dire même, Distella Moussou au cours de cette émission. Il a rappelé au cours de cette émission les prescriptions de la loi sur la réforme du système partisan, lesquelles prescriptions disent les dispositions qui doivent être mises en vogue pour que lorsque vous ne respectez pas cette disposition, j'allais dire, vous perdez votre statut juridique. Il y aura un tamis naturel, a dit Distella Moussou, et se prononçant sur les sanctions au niveau du parti politique Mouvement des élites engagé pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, il a précisé que ce n'est pas Jacques Ayadi qui a sanctionné les militants, mais plutôt le bureau politique de la dite formation politique. Il fait foi au communiqué qui a été rendu public à l'occasion. Pour lui, il a rappelé et fait savoir également et a souligné que c'est le président de la République qui nomme les préfets et les ministres. Les partis politiques ne font que proposer des cadres. Il a opiné sur la disqualification des écureuils, une question difficile, douloureuse selon Distella Moussou. Il a exprimé tout son soutien aux écureuils. Pour lui, il faut regarder l'avenir d'une autre manière et voir là où on a trébuché. Ce qui le séduit chez le président Patrice Talon, c'est la vérité. Pour lui, Patrice Talon est sincère et ne verse pas dans l'hypocrisie, la mythomanie politique. Il est pragmatique à en croire Distella Moussou. Quand il dit, il fait, a rappelé à maintes reprises au cours de cette émission Distella Moussou, en opinant sur ce qui le rend autant admiratif de la démarche du président Patrice Talon. Pour lui, la classe politique de l'opposition, celle radicale, notamment les démocrates, ne fait plus de conférences de presse, mais joue dans la désinformation, dans l'intoxication de bouche à oreille. Et les intoxiques, a affirmé Distella Moussou sur cette émission. En fin d'émission, il a vanté les prouesses historiques de l'administration Talon et, comme le savez si bien, il a également adressé un message à l'endroit de vous, chers amis internautes qui avez suivi cette émission. J'espère que je suis resté un peu dans vos propos. Oui, tout à fait, Kader. Merci pour ce résumé. Mais je dois dire à la descente de cette émission que je viens d'apprendre avec beaucoup de tristesse le décès d'un confrère, Alain Z. Adou. Ma douleur est grande et profonde. Puisse l'Éternel l'accueillir dans sa demeure. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Merci à vous, Distella Moussou. C'est à l'instant Distella Moussou, consultant média communication, président directeur général de l'agence de documentation, de liaison et des services spéciaux ADLSS. Merci à vous pour votre attention accordée à l'invité de ce dimanche. Portez-vous bien et à très bientôt.